Donc, chers collègues, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui et votre fidélité, ainsi que votre confiance envers Renouveau Démocratie. Donc, et je remercie particulièrement Bruno d'être toujours présent et de partager avec nous votre expertise et vos conseils. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder un autre sujet qui est tout aussi intéressant, gérer les rivalités dans la fratrie. Et je vais commencer par un proverbe que disait toujours ma maman, c'est: «Mets une fratrie dans un bocal en verre, même si les membres s'engueulent, le bocal ne se brisera pas». Donc la fratrie, c'est notre première expérience de partage et de vie. C'est là où nous allons apprendre à vivre ensemble dans l'affection, le soutien, la compréhension, mais aussi dans les rivalités, les jalousies, la compétition. Et c'est également notre bagage pour l'avenir. Et quoi que nous fassions, le lien, il va perdurer tout au long de notre vie, qu'il soit fort ou faible, mais il demeurera. Alors, lors de cette conférence, Bruno va nous livrer toutes les clés pour comprendre le fonctionnement et les enjeux de la fratrie, afin d'y afin d'y exercer au mieux notre rôle de parent. Donc, à l'aide de vos conseils, Bruno, des outils et des exemples concrets, vous allez nous expliquer où le conflit puise sa source et comment en prendre la mesure pour mieux le désamorcer. Et je pense que nos collègues et moi-même, on est vraiment très curieux et très impatients de vous entendre. Merci beaucoup, Bruno, et la parole est à vous. Merci. Merci Lika, surtout pour cette très belle introduction et notamment cette métaphore hein, dont on avait parlé juste avant d'être en image. Elle est vraiment superbe pour expliquer ce qui se passe dans une fratrie. C'est-à-dire effectivement un espace de conflit inévitable. Alors on va parler de ces conflits en tant qu'enfant et en tant que parent, comment est-ce qu'on peut les gérer, mais aussi en tant qu'adulte. Quand on a été dans une fratrie, comment on sort finalement de cet aquarium dans lequel, effectivement, j'ajouterais juste un tout petit bémol par rapport à ce que votre maman a suggéré comme image, c'est que dans un bocal en verre, effectivement, le bocal ne se brise pas, mais les lignes de faille peuvent se regarder encore très souvent et se conserver très souvent parce qu'il y a des moments de fragilité aussi dans un lien qui effectivement est plus durable, qui perdure généralement, mais pas toujours. Il y a aussi des tensions qui sont irrémédiables. Et puis à un moment donné, surtout quand elles ont des mal gérées, et puis surtout, on a parfois besoin comme toujours dans un aquarium, parce que les poissons ne voient pas l'eau dans laquelle ils nagent, de quelqu'un qui regarde à l'extérieur. Or, on consulte beaucoup trop peu pour des conflits dans la fratrie. On consulte énormément pour des conflits conjugaux, pour des difficultés avec ses enfants ou pour des difficultés avec ses parents, mais c'est exceptionnel qu'on consulte parce qu'on est en conflit avec sa fratrie. Et c'est depuis la nuit des temps qu'on voit effectivement ce mécanisme qui était géré dans les temps anciens tout à fait différemment. Dans les temps anciens, on acceptait l'idée qu'il y avait des favoris. Parce qu'il y avait par exemple le droit d'aînesse. Ça se discutait pas. Tout ça était formaté une fois pour toutes. Et on n'était pas dans cette idée qu'il allait falloir gérer finalement le souci non pas d'être le favori, mais d'être le préféré. C'est ça la vraie demande de chacun des enfants dans une fratrie, c'est dis-moi qui tu préfères. C'est ça la demande qu'ils font à leurs parents. Et si le parent espère s'en sortir avec une réponse un peu flottante du style mais je vous aime tous pareil, eh ben, il se trompe complètement. Les enfants sont pas dupes, ils savent que ça n'est pas vrai. On n'a pas un enfant préféré dans l'absolu, mais on a un enfant qu'on préfère pour telle activité, qu'on préfère pour telle qualité qu'il développe dans lequel on se reconnaît, ou au contraire on ne se reconnaît pas. Et donc on a effectivement cette tendance à avoir des préférences qu'il vaut mieux affirmer, confirmer. Et le vrai talent d'un parent, c'est de dire à un enfant, toi je te préfère pour ça, sans blesser les autres, et toi je te préfère pour ça, sans en blesser d'autres, simplement parce que on est dans cette idée que l'affectivité, elle va créer cette forme de rivalité qu'on retrouve dans toutes les familles. Il n'y a pas de fratrie sans rivalité. Et pourtant, la fraternité ou la sororité, hein, parce qu'on peut parler des deux, sont devenus des éléments clés de notre vivre ensemble. Donc on va apprendre des choses essentielles. Il suffit de regarder comment les films de Walt Disney ont évolué. Et lorsque, dans La Reine des Neiges, finalement le baiser d'amour est donné à la sœur et non pas à ce qu'on attendait tous dans un premier temps, le prince charmant, on se dit, tiens, on a affaire à une remise en valeur d'un lien qui est perçu comme essentiel, sans doute parce que notre société étant en partie en déficit de fraternité, ce qu'on appelle le vivre ensemble, on a besoin de le reconstruire dans ses fondations. Aussi parce que les familles sont devenues plus complexes
et qu'on a maintenant des demi-frères, des quarts de frères, des huitièmes de frères, des seizièmes de frères, parce que les familles se composent, se recomposent, se décomposent, se re-recomposent. Et donc, on a un vivre ensemble qui va devoir se réaliser de manière parfois beaucoup plus complexe. D'où cette importance d'avoir ce qu'on va essayer d'évoquer, parce qu'on va essayer d'être le plus concret possible, des outils pour gérer ce qui se passe quand ces rivalités dans la famille se manifestent, soit sous la forme de taquinerie, soit sous la forme de chamaillerie, soit sous la forme de discussion ou de dispute, surtout de dispute. Lorsque ces trois éléments, effectivement, se manifestent, il faut qu'on ait, alors j'aime pas tellement le mot outil, mais des manières de faire suffisamment au fait de ce sur quoi on agit que pour être efficace. Parce que les parents risquent très vite d'être débordés par ces taquineries, par ces chamailleries, par ces disputes, s'ils servent systématiquement à gérer des conflits qui sont sans doute généralement des conflits larvés qu'on retrouve derrière les chamailleries, derrière les taquineries, derrière les disputes, qui se répètent. Et là, ce qui rend fou un parent, c'est la répétition de ces formes de conflits. Et puis on essaye de régler les choses, et puis on se rend compte que ça recommence. Et là, ça rend complètement fou parce que l'objet des taquineries, l'objet des chamailleries, voire l'objet des disputes, n'a généralement pas beaucoup d'intérêt. On se dispute, on se taquine ou on se chamaille pour des bêtises. Et donc, il va falloir comprendre qu'est-ce qui est en jeu. Par exemple, et on va commencer par la taquinerie. Parce que la taquinerie, c'est ce qui semble finalement le plus anodin. Le mot le dit. Bah, laisse faire, c'est ton petit frère. Il te taquine, laisse-toi faire, ne l'embête pas. Les enfants ont un vrai problème qui est lié au fait qu'ils sont particulièrement mignons. Alors ça leur pose effectivement un problème parce qu'on laisse passer énormément de choses. Il faut savoir que la taquinerie, on la retrouve chez tous les primates, même les grands singes. Les petits utilisent des taquineries, c'est-à-dire qu'ils font semblant de donner un objet à un membre adulte de la communauté et puis ils retirent l'objet, ils commencent à le tapoter chaque fois qu'il passe, etc. Comportement qu'on retrouve aussi chez les enfants. Les grands singes sont beaucoup moins patients que nous et ils frappent les petits dans ces cas-là jusqu'à la mort dans certains cas. Et donc en faisant cette espèce de mise en scène ludique d'une forme d'agressivité, hein, parce que c'est ça qui se met en jeu, eh bien chez les grands singes, ça expose le petit à de gros risques, ce qui laisse supposer que s'il aimait ce comportement, c'est que ce comportement a un sens d'un point de vue évolutif. Nos enfants le font aussi, et on a le réflexe, effectivement, de les laisser faire parce que c'est l'état d'enfant qui, effectivement, va canaliser les choses et faire en sorte que le réflexe des grands singes, on ne l'aura pas ou on l'aura de manière différée, c'est-à-dire qu'on va laisser faire l'enfant. Et très souvent, on voit des adultes qui se laissent taquiner. Et puis l'enfant continue parce qu'on n'a pas réagi. Ou pire, on lui a donné le signe qu'on trouvait ça amusant. Et donc ça prend l'apparence d'un jeu. Et puis l'enfant rajoute de plus en plus jusqu'au moment où on n'en peut plus. Et on lui sort cette phrase épouvantable en lui disant mais qu'est-ce que t'es insupportable. Et là, au lieu de stopper un comportement, on a disqualifié un enfant en le considérant comme insupportable. Et l'enfant comprend mal, effectivement, ce mécanisme. C'est pour ça que c'est important, dans la taquinerie, de savoir ce qui est en jeu. C'est-à-dire que c'est une espèce de jeu, c'est un espace ludique, qui reste effectivement lié à une forme d'agressivité hiérarchique. On va embêter l'autre. On sait qu'on peut embêter l'autre et on va aller l'embêter jusque dans son territoire, jusque dans ses zones de repli. Le grand frère qui se fait taquiner par la petite sœur ou la grande sœur qui se fait taquiner par le petit frère, on aura tendance à dire mais laisse-le faire, il est petit, c'est parce qu'il t'aime bien qu'il fait ça. Et on va oublier là quelque chose d'essentiel par rapport au jeu, c'est que le jeu impose et suppose le consentement de tous les joueurs. Et donc c'est vraiment important que très vite, le petit comme le plus grand, comprennent cette idée. Est-ce que ton frère est vraiment d'accord de jouer avec toi? Est-ce que ne pas laisser passer la taquinerie comme quelque chose qui finalement est anodin et lié effectivement parce qu'il y a cette espèce de contenu affectif aussi, c'est ludique, c'est affectif, mais c'est agressif et c'est invasif. Et donc il faut pouvoir effectivement faire la part des choses en se disant, tant qu'on est dans le jeu, c'est qu'on doit être dans le consentement de tous les participants. Quand on ne consent pas, c'est plus du jeu, c'est autre chose. Et là, on va pouvoir effectivement agir sur cette taquinerie qui en réalité est l'art de la guéguerre. C'est une guéguerre. Il n'y a pas effectivement de conflit réel, mais on se taquine et c'est souvent répétitif jusqu'au moment où l'autre cède. Et là, il est pris en flagrant délit, effectivement, d'avoir été blessé au cours de cette guéguerre. Il vaut beaucoup mieux agir d'abord.
est-ce que ton frère, ta sœur est d'accord d'être taquiné et tu dois attendre ce consentement explicite pour pouvoir continuer. Là, tout le monde apprend. Le grand frère apprend qu'il est protégé aussi par rapport effectivement au risque invasif effectivement d'un jeu qui lui serait imposé. C'est la notion du consentement au sens plein du terme. Et le petit, il apprend aussi que les limites, elles peuvent être fixées très tôt. Dire pas ici, pas maintenant à son enfant, c'est terriblement utile. Des enfants qui taquinent alors que vous êtes occupé de parler avec un autre adulte, le pas maintenant, je ne suis pas disponible pour un jeu maintenant, je parle avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est quelque chose qu'en éducation, on doit absolument utiliser de plus en plus. Cette idée qu'il y a des moments pour les choses, il y a des moments où on peut se taquiner parce que la taquinerie va donner une ouverture à un espace ludique partagé qui va devenir un très bon moment. Ça arrive. C'est pour ça qu'on ne doit pas rejeter la taquinerie, mais qu'on doit effectivement... Alors, Victor Hugo avait un joli mot pour parler de la taquinerie. Il disait c'est l'agressivité des gentils. Il avait très bien compris qu'il y avait quelque chose de gentil derrière tout ça. Le jeu, c'est effectivement quelque chose de gentil qui entretient la gentillesse. Et on a quelque chose qui est de l'ordre de la tendresse parce qu'on ne taquine que les personnes avec lesquelles on a un lien de tendresse qui est explicitement désigné. On ne taquine pas des gens qu'on ne connaît pas du tout. Exactement comme les grands singes le font d'ailleurs, ils ne taquinent pas au hasard, ils taquinent des membres de leur communauté. Et parfois ça tourne mal parce que les mâles, les femelles beaucoup moins, mais les mâles n'ont pas effectivement cette façon qu'on a d'essayer de raisonner pour comprendre qu'on est dans un espace de jeu ouvert de force par un enfant et qui doit seulement se mettre à apprendre les règles d'un espace de jeu ouvert et donc partagé. Et donc la taquinerie, on va la gérer essentiellement en essayant de vérifier si on est dans un jeu effectivement et explicitement partagé. C'est tout à fait différent la chamaillerie. Des enfants qui se chamaillent, on a cette tendance, quand on intervient dans des chamailleries, de se dire mais ils se bagarrent pour des queues de cerises. Ça n'a strictement aucun intérêt. Et Gad Elmaleh, qui est un humoriste, hein, c'est pas un pédagogue, mais qui a dit quelque chose dont tous les pédagogues doivent s'inspirer, vous dira toujours que parler avec un enfant, c'est comme parler avec un type bourré. Et il ne comprend rien à ce que vous dites et il a une autre logique que vous. Ce faisant, il ne fait qu'expliquer ce que Piaget, dans d'autres mots, explique, c'est-à-dire que l'enfant a d'autres logiques, a d'autres manières de penser la réalité que l'adulte et qu'il ne faut pas s'imaginer que parce qu'on dit que l'enfant est une personne, on souligne en même temps que l'enfant est une grande personne. C'est une personne, elle a son individualité, mais elle a aussi sa façon de penser, sa façon de raisonner, sa façon de s'exprimer, qui fait que quand on essaye de gérer une chamaillerie entre enfants, on a quand même très souvent la sensation d'être confronté à une bagarre d'ivrogne. Ça n'a aucun sens. Pour 3 fois rien, il y en a un qui a pris un ruban et l'autre veut absolument ce ruban-là à ce moment-là. On lui en donne un deuxième, mais non, c'est celui-là que je veux. Et là, les parents vont devenir évidemment très très vite fous lorsqu'ils vont essayer de gérer toutes ces chamailleries. Parce que ces chamailleries, c'est pas l'art de la guéguerre, là, mais c'est une espèce de conflit larvé qui existe, qui fait qu'il y a une rivalité entre les enfants. Donc ces rivalités, on va essayer de remonter à leurs sources. Tant qu'on n'a pas géré leurs sources, tant qu'on est dans l'idée, eh bien, comment on va gérer le problème tel qu'il se pose, on ne va pas chercher ce qui est à l'origine du problème. Il y a effectivement des choses que l'on doit faire. C'est un peu comme avec la taquinerie. Tant qu'on ne retourne pas à sa source, on risque de dire des choses très maladroites, hein, du style mais laisse-le faire, il est petit, allez c'est pas grave quand même, c'est gentil ce qu'il fait, etc. Alors que demander simplement au petit est-ce que tu t'es renseigné pour savoir si ton grand frère était disponible pour jouer? Ben là, le grand frère se dit on comprend ce que je suis en train de vivre et lui aussi comprend les règles du consentement. C'est pour ça que quand on retourne à la source de ce qui provoque les taquineries ou de ce qui provoque les chamailleries, on a plus de chances de viser juste. Il y a 5 sources en fait disponibles pour essayer d'envisager ce qui est à l'origine des chamailleries. Le premier, c'est l'envie et la jalousie. Il faut savoir que l'envie et la jalousie sont des mécanismes tout à fait naturels. La jalousie, c'est l'idée que quelqu'un serait favorisé par rapport à nous. Il reçoit toujours des gratifications. Quand il y a des cadeaux, j'ai toujours l'impression que les cadeaux qui sont offerts à mon frère sont plus chers, plus conséquents, plus spectaculaires que ceux qu'on me donne. Et donc cette idée de favoritisme qui évidemment fait partie des mécanismes de mise en scène des fratries et qui était gérée, qu'il est encore d'ailleurs dans certaines familles, hein, de manière
explicite. Si vous faites partie de la famille royale d'Angleterre ou d'ailleurs, eh bien, on va vous dire qu'il y a une personne qui va succéder au trône et il y a un rang qui vous fait de vous le favori. Si vous suivez une série comme The Crown, c'est très très bien exprimé. Tout ce qui se passe dans l'ombre, effectivement, de ce favoritisme, lorsque vous estimez avoir au moins autant de qualités que votre sœur, que vous pouvez même à un moment donné avoir l'occasion de manifester ces qualités, et qu'on vous dit attention, c'est pas toi la reine. Il y en a une autre qui sera pour devenir la reine, et ça va effectivement créer cette espèce de tension qui est liée au favoritisme, qui, dans nos sociétés, est plus implicite. Si vous faites partie de la famille royale, bah, le favoritisme, il va être clairement établi comme un rang qui donne accès à certaines prérogatives. Le droit d'aînesse, par exemple, ben, c'est l'héritage, effectivement, de cette forme de favoritisme assumé. Mais il y a un favoritisme qui est sans doute moins assumé, qui est celui dans lequel on a un sentiment, par rapport auquel on a un sentiment d'injustice. On a l'impression que on reçoit moins que les autres, et par rapport à ce type de favoritisme, ça va justifier les comportements de jalousie. Il faut pouvoir les rectifier en autorisant l'enfant à éprouver cette jalousie. Pas lui dire la jalousie c'est un mauvais défaut, non, non, la jalousie, bah, c'est quelque chose qu'on peut ressentir. Et pouvoir autoriser l'autre à être jaloux, c'est toujours plus efficace que de lui interdire de l'être, parce que lorsque l'état affectif sera chassé par la fenêtre, il va revenir par la porte. Et si vous le chassez par la porte, il va revenir par la fenêtre. Et vous aurez des mécanismes qui vont créer des chamailleries. C'est ce qu'on voit magnifiquement d'ailleurs illustré dans The Crown, où il y a des multiples chamailleries entre les sœurs, qui portent évidemment sur autre chose que le fond de la chamaillerie, cette source qui serait soit la jalousie, soit un autre élément sans doute encore plus pernicieux, c'est l'envie. L'envie, il faut bien comprendre comment ça se manifeste, c'est un mécanisme naturel, tout comme la jalousie, mais la jalousie a un enracinement, je vais dire, dans les pratiques sociales et culturelles d'une famille. L'envie, là, c'est un élément qui est tout à fait naturel. Pour voir comment ça fonctionne, il suffit de mettre un enfant dans n'importe quel contexte face à un jouet et de faire en sorte qu'il s'amuse énormément avec ce jouet. Vous mettez deux enfants qui regardent cet enfant qui s'amuse, eh bien vous allez voir que pour les deux enfants, il faudra ce jouet-là. Vous pouvez venir avec tous les jouets du monde, ils vont vous dire non, c'est celui-là que je veux, parce que les neurones miroirs, hein, c'est un système, hein, c'est pas juste les neurones miroirs comme on le croit trop souvent, c'est tout un système neurologique qui à un moment donné s'active. Pour le meilleur, ça crée l'empathie, c'est-à-dire cette façon de se mettre à la place d'un autre pour ressentir ce qu'il éprouve, mais pour le pire, ça crée l'envie. Lorsqu'on voit quelqu'un qui est en train de s'amuser, qui est en train de vivre un bon moment, et qu'on a envie d'être à sa place. Alors ce sont les mêmes neurones, mais ça fait évidemment très fort souffrir. Ça conditionne un certain nombre de comportements, hein. Il faut savoir que dans nos sociétés telles qu'elles sont configurées, nous avons tendance à ressentir très facilement de l'envie, parce que tout le système social a été mis en place, et notamment ce qu'on appelle une société de consommation. C'est une société qui est essentiellement fondée sur la stimulation de ces systèmes neuronaux chez les personnes, c'est-à-dire qu'on doit nous faire envie en permanence. Et le cerveau, c'est use it or lose it. Ce que vous utilisez va se consolider, et ce que vous n'utilisez pas va tomber. Et donc, si d'emblée on vous bombarde de messages publicitaires dans lesquels on vous montre quelqu'un qui est super content parce qu'il a une voiture et qu'il est super heureux, qu'il a une joie démesurée par rapport à cette voiture parce que visiblement ça le remplit d'une satisfaction absolue, vos neurones miroirs vont dire moi j'aimerais bien être à la place de ce gars-là, il faut absolument que je me paye cette voiture. Et puis comme on sait que c'est pas durable, hein, la joie n'est pas une émotion durable, eh bien on va vous montrer autre chose, et puis encore autre chose, et puis encore autre chose, et vos neurones miroirs ils vont fonctionner d'une manière telle que vous allez finir par vouloir faire envie à tous les autres. C'est ce qui explique qu'on envoie les photos de ce qu'on va manger sur les réseaux sociaux pour que les autres aient envie. Que lorsqu'on fait des photos de vacances, c'est toujours avec un ciel bleu derrière nous pour que les autres aient envie d'être à notre place. Qu'on montre des photos, je suis là dans ce concert-là, on voit rien du tout, on n'entend rien du tout, mais on sait que vous êtes à un concert et vous allez faire des envieux. Faire des envieux, c'est devenu un mécanisme naturel. Parce que culturellement, il a été survalorisé dans nos sociétés, mais il existe déjà chez les enfants, donc ça marche très très vite. Quand un enfant voit un autre vivre des satisfactions, et bien, il veut vivre les mêmes satisfactions que lui, et donc ça va créer ce mécanisme d'envie qui lui, effectivement, sans doute, va provoquer beaucoup plus de chamaillerie, parce que
ben, c'est les joies de l'autre. Alors c'est très compliqué, vous savez, quand un enfant, par exemple, on fête son anniversaire, et qui sait qu'il va recevoir beaucoup de cadeaux, ben évidemment qu'il va créer à la fois de la jalousie chez tous les autres et de l'envie, parce que si les cadeaux sont beaux, mais ça va être une épreuve épouvantable, et je connais beaucoup d'enfants qui ont craqué dans cette épreuve. Ils se sont dit, je sais que c'est son anniversaire à lui, donc je sais que je dois faire très attention, que je dois... Et puis à un moment donné, il y a le cadeau qui tue, le truc que tout le monde a envie d'avoir, ben là il craque, il se met à pleurer, parce que c'est pas son anniversaire à lui. Lui dire c'est pas beau la jalousie ou c'est pas bien d'être envieux, eh bien c'est effectivement le torpiller de l'intérieur. Lui dire par contre, c'est normal que tu aies envie, tu auras un jour ton anniversaire aussi, on va aussi tous se mettre en mouvement pour te faire plaisir. Ça, c'est beaucoup plus efficace parce qu'on reconnaît le droit d'être jaloux, le droit d'être envieux. La jalousie qui suppose l'exclusivité, quand vous avez effectivement ben, votre petit frère qui est dans les bras de maman et que vous avez vraiment terriblement envie d'être dans les bras de maman, ben vous pouvez manifester des comportements qu'on appellera des comportements de jalousie. Il ne faut pas les anticiper et les exacerber en les anticipant, hein. J'ai trop souvent des parents qui consultent avant que le nouveau-né vienne au monde en se disant il va être jaloux et il faut le préparer à accueillir de façon bienveillante le nouveau bébé. Il faut savoir que le nouveau bébé ne va pas provoquer de jalousie, sauf si vous avez l'impression que vous êtes dégradé. Et donc ce qui est important, c'est de montrer à l'enfant qu'il ne perdra rien avec l'arrivée du nouveau bébé. Mais vous savez, le nouveau bébé tout petit qui parle pas, qui bouge à peine, qui dort presque tout le temps, l'enfant va très vite se rendre compte que c'est pas une menace objective. C'est une menace éventuellement subjective si on ne fait que parler de ce nouveau bébé, si on ne parle pas, par exemple, aux enfants ben, de ce qui s'est passé à leur naissance à eux, parce qu'ils vont avoir besoin d'exister. Aussi, ta naissance était aussi un événement, etc. De la même façon que pour contrôler l'envie, eh ben, on parle de ton anniversaire à toi. Demander à un enfant qui cultive l'égocentrisme comme une qualité de base, hein, les enfants sont d'abord et naturellement égocentriques, d'être altruistes, de regarder sans broncher les autres vivre des moments de plaisir qu'ils ne peuvent pas eux-mêmes vivre, c'est non seulement inhumain, mais ça n'a surtout sur le plan psychologique aucun sens. Lui reconnaître le droit à la jalousie, le droit à l'envie, ben, c'est pouvoir avancer dans le bon sens. Alors il y a aussi d'autres éléments qui vont créer effectivement ces chamailleries, c'est la répartition déséquilibrée des territoires. Quelle que soit la taille de votre maison, il faut absolument concevoir, même si vous avez une maison toute petite et que vous avez une famille nombreuse dans laquelle on doit tous partager la même chambre, c'est pas pour ça qu'on n'a pas ce besoin essentiel qui est celui de tout être vivant, c'est d'avoir des zones d'abri, des zones dans lesquelles je me retire et quand je suis dans cette zone-là, il n'est pas question que les autres viennent m'envahir. Ça, c'est fondamental. L'être humain est sans doute le seul être vivant, en tout cas parmi les mammifères, qui a supprimé ces zones d'abri. Il fut un temps où on les préservait mieux. Il y avait la chambre de papa, la chambre de maman, il y avait des espaces pour les enfants. Maintenant, ben, il n'y a plus de chambre pour papa, maman, ils ont la même chambre tous les deux. Il n'y a même plus le bureau de papa ou le bureau de maman. Il y a tous des espaces communs. Vous avez la même chose au niveau professionnel quand on fait des open space. Vous avez démultiplié l'idée que le territoire n'appartenait en soi à personne. C'est sans doute vrai d'un point de vue démocratique, sauf que quand le territoire n'appartient à personne, il est indispensable d'avoir des abris qui soient conçus pour chacun. Des zones où on se met à l'écart. Les open space bien pensés ont aussi créé ces zones dans lesquelles on peut se retirer du bruit, se retirer des stimulations, des espaces dans lesquels, quand vous vous asseyez sur un fauteuil ou dans un endroit, vous êtes certain que personne ne viendra vous déranger. C'est ça, une zone d'abri, hein. C'est un endroit dans lequel je peux me soustraire au regard des autres et à leur stimulation. Eh bien, tout le monde doit avoir ce type de territoire. Et le territoire, ça peut être un lit. Quand tu es dans ton lit, personne n'a à venir te déranger. Tes frères, tes sœurs doivent savoir que si tu es sur ton lit, bah, tu lis ton livre, tu t'occupes comme tu le veux sur ton lit, mais c'est ton territoire à toi, et là, c'est un territoire inviolable. C'est ce qui va permettre, par exemple, dans les conflits de fratrie, de réaliser ben, ce qui est une des stratégies les plus efficaces pour sortir des conflits lorsqu'ils deviennent insupportables pour le reste de la communauté familiale. C'est ce qu'on appelle le time-out. Toi là, toi là.
Je veux même pas savoir ce qui se passe dans votre conflit. Je veux pas de conflit. C'est la meilleure façon de les gérer. Après, on en parlera quand vous aurez l'un et l'autre retrouvé votre calme. C'est ce qu'on fait quand on envoie un enfant dans sa chambre, non pas pour le punir ou le sanctionner, hein, ce serait une très mauvaise idée, mais simplement pour préserver la relation parce qu'il est insupportable. Et là, l'injonction que l'on donne à l'enfant, c'est pas réfléchis, va à ta chambre, dans ta chambre et réfléchis à ce qui vient de se passer, parce que l'enfant ne réfléchira pas, son cerveau n'est pas conçu pour ça. Les adultes, oui, quand ils sont mis à l'écart d'une relation qui est une relation conflictuelle, auront tendance à réfléchir lorsqu'ils seront écartés de cette relation. Et ben, l'idéal, d'ailleurs, dans ces cas-là, c'est de reprendre rendez-vous pour 36 heures après. Parce que le niveau de stress va diminuer, revenir à un niveau normal à peu près 36 heures après la bouffée de colère qu'on a éprouvée pendant la dispute. Évidemment que très peu de gens le font en réalité, ce serait pourtant très efficace. On vient d'avoir une grosse dispute, on s'éloigne l'un de l'autre, on reste éloigné l'un de l'autre pendant 36 heures, et puis on revient et on rediscute de la situation. Ça se passera probablement beaucoup mieux parce que chacun aura fait ce qu'on appelle un réaménagement cognitif. Chez les enfants, ça ne se passe pas comme ça. Eux ont besoin de moins de temps pour retrouver leur calme, mais ils ne font jamais, avant 12 ans, 13 ans, 14 ans par exemple, hein, qui est l'âge où on commence à pouvoir avoir des fonctions exécutives à maturité, ils ne font pas de réaménagement cognitif. Donc dire à l'enfant, va dans ta chambre ou va sur ton lit. Tu te calmes, c'est la seule injonction qu'on doit lui donner. Retrouve ton calme. Et après, on parlera de tout ça quand on sera disposé à le faire et quand on aura le temps de le faire de manière suffisante. Là, on va pouvoir effectivement comprendre ce qui est à l'origine de beaucoup de chamailleries. L'impression que l'autre a un territoire affectif ou effectif qui est plus grand, qui est plus prestigieux que le mien. Et donc, je vais aller, par exemple, l'embêter jusque dans sa chambre, jusque dans son lit. Et là, effectivement, si on n'a pas de zones d'abri qui sont clairement identifiées, dans lesquelles il y a une règle très précise qui est on ne va pas chercher l'autre lorsqu'il est dans cette zone abri, cette zone refuge, eh bien là, on est évidemment très embêté parce que c'est la zone abri elle-même qui devient l'objet de la chamaillerie. Donc c'est vraiment important de pouvoir anticiper ce qui se passe dans ces chamailleries en permettant à chacun de se retrouver sur un territoire dans lequel il n'a de compte à rendre à personne parce qu'il n'appartient qu'à lui. Et je vous dis, c'est pas une question de taille, hein. On va me dire, mais il y a des maisons dans lesquelles la place disponible pour chacun est difficile à déterminer. Non, ça peut être son lit, ça peut être un espace très restreint, mais du moment que c'est un espace inviolable, je l'explique souvent, mon père avait un fauteuil qu'il appelait son fauteuil de lecture. Il s'asseyait sur ce fauteuil. Il ne lisait pas toujours, hein, je peux vous assurer, mais nous, on savait qu'il n'était pas question d'aller lui parler. Il n'existait plus, il était sa zone abri, clairement identifiée. Ça permettrait des positions de repli d'autant plus intéressantes si ces positions de repli vous maintiennent au milieu des autres, mais inaccessibles pour eux. Eh bien, les enfants doivent avoir ce même genre d'espace-là, surtout lorsque ce qui est à l'origine de la chamaillerie, c'est la répartition déséquilibrée des territoires. Autre élément, terriblement important parce qu'il risque de nous poursuivre pendant toute notre vie, c'est le rang que l'on occupe dans la fratrie. On est l'aîné, on est le plus né, on est le cadet, on est dans un rang qui sera toujours le même, sauf qu'il va parfois être bouleversé par la recomposition familiale. J'ai toujours été l'aîné, puis je vois débarquer un autre aîné. Et là, on a effectivement un rang dans la fratrie qui va être bousculé. Parce que le rang dans la fratrie est beaucoup plus déterminant que ce qu'on imagine. Si vous êtes l'aîné, eh bien, vous serez très souvent désigné pour créer le chemin à la place des autres. Et vous aurez 85 ans, vous serez celui à qui on annonce en priorité la mauvaise nouvelle en vous chargeant de la transmettre aux autres. Si vous êtes le cadet, vous aurez 80 ans, on continuera à dire, lui, on va faire attention, on va le ménager un peu parce qu'il est plus fragile que les autres, on lui parlera des choses au moment où, effectivement, l'information aura été diffusée auprès de tous les autres. Et donc, vous avez un rang qui va, à un moment donné, déterminer des façons de faire. Il y a parfois, effectivement, des conflits de rang, hein, lorsque le petit dernier, on tient plus compte de son avis ou de son opinion parce qu'il argumente mieux que l'aîné. Là, vous avez des conflits de rang qui sont associés d'ailleurs à ce qui est la quatrième source de chamaillerie, c'est le prestige social comparé. Là, il faut être terriblement, terriblement attentif quand on compare dans les familles. C'est pour ça que j'explique toujours, ne mettez jamais les bulletins de vos enfants sur les réseaux sociaux parce que
dans toujours ce qui va se passer. D'abord, le bulletin n'est pas une fiche de paye, c'est pas un bulletin de santé, c'est pas un révélateur de l'intelligence de l'enfant, donc ça n'a rien à faire sur un réseau social, c'est juste un panneau qui indique où en est l'enfant sur son parcours d'apprentissage. Mais quand on met des résultats sur les réseaux sociaux, que ce soit des résultats scolaires ou des résultats sportifs, on le voit aussi très souvent, très fier de mon fils qui est arrivé premier à une course aux cyclistes du village. Mais il faut savoir que ce prestige social, donc qui déborde de la famille, il connaît un risque, c'est que ceux qui ne le vivent pas le vivent au contraire comme une façon de les rabaisser. Parce que moi, j'ai pas gagné cette course-là, parce que mon bulletin, il n'est pas digne de passer sur les réseaux sociaux, parce que mes parents ne sont pas suffisamment fiers. Donc, il faut être très attentif lorsqu'on utilise le prestige social vis-à-vis d'un enfant dans la fratrie. Et il faut mieux éviter de le faire parce que ce prestige, il est beaucoup plus intéressant de le mettre en scène en se comparant soi à soi. L'évolution d'un enfant, ça c'est intéressant à mettre en évidence et c'est intéressant à mettre en évidence à ses propres yeux. Regarde les résultats que tu avais, regarde l'amélioration dans tes résultats maintenant. Là, c'est ce prestige qui a une utilité parce qu'il ne compare qu'un individu à lui-même, pas un individu à un autre. À l'intérieur d'une fratrie, ça fait énormément de dégâts lorsqu'on est dans ce prestige social comparé. C'est ce que font maladroitement tous ces gens qui, lorsqu'il y a une grande réunion de famille, posent cette question, mais épouvantable. Et à l'école, ça s'est passé comment? Et vous avez des enfants qui piquent, non seulement les enfants, mais les enfants et leurs parents qui piquent leur nez dans l'assiette, parce que ça s'est pas nécessairement très très bien passé, et que ce qu'on met en jeu, c'est pas le prestige, c'est le prestige social. Quand un enfant et ses parents disent ben, ça n'a pas été du tout cette année, ben, c'est catastrophique. On est en train de créer ce qu'on appelle la honte, et ce qui est le pire, la honte partagée, c'est-à-dire les parents et l'enfant partagent le même sentiment et se taisent, et ce silence va cultiver encore plus la honte parce qu'on n'aura pas répondu. Je rêve d'un enfant qui dirait à tous ces adultes qui posent ces questions, ça a été à l'école, non, ça n'a pas été, et on s'en fout tous complètement, on n'est pas là pour ça. L'enfant qui parlerait de cette manière-là ne serait pas impertinent, il serait juste en train de rétablir ce que l'on doit faire du prestige social lorsqu'il ne doit pas être utilisé comme un argument qui permet à certains de se rehausser par rapport à d'autres qui sont rabaissés. Et donc il faut être très attentif de protéger nos enfants si on veut éviter les chamailleries, ben, de toutes ces comparaisons qui sont associés à des formes de prestige social. Autre élément bah, qui va créer aussi, mais ça c'est beaucoup plus trivial, un risque de chamaillerie, c'est l'ennui et le fait d'être de mauvaise humeur. La mauvaise humeur, c'est quelque chose qu'on doit pouvoir préserver chez chacun d'entre nous. Si autour de la table virtuelle, il y a des gens qui sont régulièrement de mauvaise humeur, ils ont cette espèce de gentillesse naturelle de nous prévenir. Ils font la tête. Alors, ils font pas la tête juste parce qu'ils boudent. Ça, c'est un comportement un peu puéril d'enfant qui est de dire vous avez provoqué une émotion en moi, je vais vous punir deux fois. Une première fois en faisant un brouillage émotionnel, une deuxième fois en vous demandant de me demander pourquoi et je suis vexé, pourquoi je vis une émotion et pourquoi je fais la tête. Donc c'est un appel à communication en fait. Un peu puéril et un peu risqué parce que si vous le faites trop régulièrement, les gens vont dire tu fais tout le temps la tête, on va même plus vous demander pourquoi vous faites la tête. Mais c'est très différent de la mauvaise humeur qui est une réaction tout à fait biologiquement comment pertinente. C'est une façon de dire aux autres je ne suis pas disponible. Alors le matin, ceux qui le matin sont de mauvaise humeur, qui disent moi tant que j'ai pas bu ma tasse de café, faut pas me parler. Surtout, laissez-les tranquilles. Si vous les laissez tranquilles, la mauvaise humeur va s'installer dès que le cerveau va venir à un niveau d'accessibilité qu'il estime suffisant et dire voilà, je suis maintenant disponible pour les autres. Si par contre, vous poursuivez cette personne en lui disant t'es encore de mauvaise humeur, mais t'es de mauvaise humeur, là, la mauvaise humeur va s'intensifier et parce que simplement, on ne comprend pas sa signification. Des enfants sont parfois de mauvaise humeur, parfois boudent. Il faut qu'un parent puisse faire la part des choses entre une bouderie en lui expliquant ce serait plus efficace de nous dire d'emblée ce que tu vis comme émotion pour qu'on puisse en tenir compte et pas nous obliger à jouer à ce petit jeu par rapport à ta bouderie. Et par rapport à la mauvaise humeur, c'est lui dire on a compris que tu n'étais pas ouvert pour le moment à ce qu'on t'envahisse, on te laisse tranquille parce que la mauvaise humeur, tant qu'elle n'est pas excessive, quand elle devient trop durable, il faut dire à l'enfant, ça c'est pas nous qui allons changer, c'est toi qui vas devoir te mettre un peu à l'écart pour retrouver une humeur qui est vivable pour les autres. Tous ces éléments vont créer ce qu'on appelle des chamailleries. Mais il n'y a pas que les chamailleries, hein, on l'a vu, il y a effectivement donc, les taquineries,
qui supposent un jeu partagé et donc le consentement. Il y a les chamailleries qui supposent qu'on aille vérifier derrière l'objet de la chamaillerie ce qui est réellement en jeu, avec les 5 éléments effectivement qui sont généralement les sources des comportements de chamaillerie. Mais il y a aussi les disputes qui sont parfois terriblement épuisantes quand elles se reproduisent. Alors là, on est dans une agressivité parce qu'une dispute, souvent on me dit, mais les disputes, c'est sain dans un système familial. Non, c'est pas sain, mais c'est inévitable. C'est inévitable parce qu'on va mettre en jeu des choses qui sont les avis des uns et des autres, les opinions des uns aux autres et les émotions des uns et des autres qui vont, à un moment donné, créer des conditions de ce qu'on souhaiterait être une forme de dialogue. Mais on sait que c'est un vœu pieux et on va voir que dans l'espace professionnel, c'est exactement la même chose qui se passe. Il y a aussi des gens qui se taquinent, il y a aussi des gens qui se chamaillent. La taquinerie dans l'espace professionnel, c'est aussi pouvoir rectifier les choses en disant attends le consentement de l'autre pour voir si tu es autorisé à taquiner. C'est exactement le même mécanisme. Les chamailleries, allons voir derrière ce qui peut se produire en termes de jalousie, d'envie, en termes de répartition des territoires, donc tout ce qui peut être à l'origine. Et pour les discussions et les disputes, on va peut-être mettre en place des pratiques institutionnelles qui vont éviter qu'à un moment donné, le dialogue ne soit parasité par des formes d'agressivité, parce que la discussion est une forme d'agressivité, je veux avoir raison par rapport à l'autre. Et donc, soit on va mettre en jeu des opinions, soit on va mettre en jeu des avis, soit on va mettre en jeu des émotions. Des opinions, c'est je pense ça par rapport à ce problème-là, ça c'est mon opinion. Mon avis, c'est moi je vois le problème de cette manière-là. Et mon émotion, c'est voilà ce que je suis en train de ressentir. Dès qu'il y a discussion à propos de ces 3 éléments qui fondent les démocraties, on risque très très vite d'avoir des formes d'agressivité qui dit mon opinion, tu dois la partager. Mon avis, c'est le plus important, c'est de celui-là dont on doit tenir compte, et ce que je ressens, les autres doivent le ressentir aussi. Dès qu'on est dans ce registre-là, il y a un vrai danger, parce que c'est évidemment pas comme ça que ça fonctionne. Il faut bien comprendre la nature des choses. Par rapport à nos enfants, c'est la même chose. Ils vont très très vite émettre des opinions, donner leur avis et ressentir des émotions. Et il faut mettre effectivement ces 3 éléments sur un pied totalement différent. Vivre, avoir une opinion dans une démocratie, et la famille est le premier espace démocratique auquel on va être confronté. Par nature, une opinion, ça se conteste. Donc, je vais devoir accepter que les autres ont des opinions différentes des miennes. Les parents peuvent avoir un rôle par rapport à cela de médiateur, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de faire en sorte que chacun puisse exprimer son opinion dans le respect de l'opinion de l'autre, de régulateur. Les règles, ce sont que les opinions sont par nature différentes et vous avez le droit de l'avoir, et de doseur, c'est-à-dire mon opinion, elle ne doit pas être invasive, elle ne doit pas s'imposer aux autres, tout simplement, par exemple, parce que je suis l'aîné. Parce que c'est moi l'aîné, c'est donc moi qui sais les choses. Le petit, lui, ses opinions sont invalidées d'emblée. Non, son opinion a du sens aussi. On doit doser dans ces cas-là. Mais effectivement, l'opinion de l'aîné est sans doute mieux argumentée, et donc elle a sans doute plus de validité. C'est pas faire une hérésie que de signaler que cette opinion-là a plus de validité parce qu'elle est mieux informée que l'opinion du petit dernier, qui, elle, effectivement, est fondée sur beaucoup moins d'éléments percutants. Ça, c'est le parent doseur. Donc on peut être doseur, on peut être régulateur, ou on peut être médiateur. L'espace professionnel est rempli, s'il fonctionne bien, de personnes qui assurent ces fonctions de médiation, ces fonctions de dosage et ces fonctions de régulation quand il y a des opinions qui s'entrechoquent. Mais il est inévitable que les opinions s'entrechoquent. Et si vous êtes réellement partisan du fonctionnement démocratique, vous devez juste espérer que lorsque vous émettez une opinion, il y aura des opinions contradictoires qui vont vous permettre de modeler votre opinion au contact de celle des autres. C'est ça une vraie démocratie. C'est pas celle qui donne toute la puissance, par exemple, à l'opinion majoritaire. C'est celle qui va dire il y a aussi des opinions minoritaires, il faut en tenir compte, et on va tenir compte de ces opinions en sachant que il faut protéger les opinions, y compris de ceux qui pensent différemment que les autres, même s'ils sont en minorité, même s'ils sont tout seuls à penser quelque chose. Si on n'avait pas survalorisé le bien fondé des opinions singulières, on aurait tous le sentiment que la que la Terre est plate, hein, parce que c'est une opinion très singulière d'avoir pensé qu'elle était ronde. Et donc il faut pouvoir donner, y compris dans la famille, accès à chacun à une opinion qui va s'entrechoquer avec celle des autres. Les avis dans une démocratie, ça ne se heurte pas. Donc on n'est pas en principe dans j'ai raison, tu as tort.
On est dans je vois les choses de cette manière et moi je les vois d'une autre manière. Si chacun regarde une maison et donne son avis, on va décrire cette maison différemment parce qu'on aura un point de vue différent. L'intelligence collective, c'est celle qui prend compte de tous les avis négatifs, les avis positifs, les avis argumentés, les avis fantaisistes. Tous les avis se valent, ils ne sont même pas hiérarchisés dans une communauté démocratique, et on va collecter les avis. Ça peut être le rôle d'un parent. Ton petit frère a cet avis, ta grande sœur a cet avis, vous avez le droit d'avoir des avis différents. Moi, je vais tenir compte de vos deux avis, par exemple, pour choisir l'endroit où on va partir en vacances. On n'est pas en train de dire on va demander votre opinion, mais on demande votre avis. Et votre avis, eh ben, il n'est pas hiérarchisé. Je vais essayer de tenir compte de tous pour prendre, moi, adulte, la décision. Et cette décision aura le mieux possible tenu compte des avis des uns et des autres. Puis il y a un troisième élément terriblement important dans l'expression de ce que l'on vit dans une démocratie, ce sont ses émotions. Là, contrairement à l'opinion qui se discute, contrairement à l'avis qui s'accumule, eh bien l'opinion, l'émotion, pardon, ça ne se discute pas. Et il n'y a pas de hiérarchie dans les émotions vécues au sein de la famille. Les émotions de la grande sœur ne sont pas plus importantes que celles du petit frère. Les émotions de papa ne sont pas plus importantes que celles de maman. Les émotions des parents ne sont pas plus importantes que les émotions des enfants. Et les enfants doivent apprendre que les parents ont des émotions qui ont la même importance que la leur. C'est ça le ressenti émotionnel. Il y a un petit outil que j'utilise très souvent dans les écoles, notamment, ce sont les espaces de parole régulés, qui fonctionnent très bien aussi dans les familles pour éviter les discussions et les disputes par rapport aux états émotionnels des uns et des autres. Et ça permet effectivement, dans la fratrie, à ce que chacun ait le sentiment qu'il est entendu pour les émotions qu'il éprouve. Et le principe d'une émotion, c'est qu'elle va, au sein de toutes les collectivités, créer de la contagion émotionnelle. Ça veut dire si je suis en colère, personne, et que je manifeste cette colère parce qu'on m'a donné un bâton de parole pour exprimer cette colère, personne n'a à me dire que je vais pas être en colère, ou que je vais pas être aussi en colère que ça. Et moi, je vais juste attendre que les gens réagissent à ma colère, pas qu'ils partagent ma colère. On peut très bien me dire, moi je suis triste que tu sois en colère, parce qu'on a tout fait pour que tu sois content, et ça me rend triste de voir que tu es en colère. La contagion émotionnelle ne suppose pas que ce soit la même émotion qui soit partagée, mais qu'à un moment donné, on ait des émotions qui sont vécues par les uns les autres. Et puis on demande simplement, parce que l'émotion, eh bien, elle a ce sens particulier qu'elle va créer une réaction, hein, on est tous équipés pour émettre des comportements de consolation quand les autres sont tristes, d'apaisement quand ils sont en colère ou quand ils ont peur. Et donc, on est effectivement dans l'idée que la famille est un espace ressource dans lequel, quand quelqu'un va manifester une émotion, il y aura toujours quelqu'un pour répondre par sa réaction aux émotions qu'il est en train de vivre. Ce sont ces mécanismes-là et les petits outils que je diffuse souvent, hein, donc n'hésitez pas à les demander si vous le souhaitez, par exemple des espaces de parole régulés. Il y a vraiment une fiche outil qui permet de dire voilà comment on le fait. C'est adapté pour les écoles, mais ça marche exactement de la même façon dans les familles. Et ça permet alors à ce moment-là d'agir vis-à-vis de ces différents mécanismes, hein. Donc une façon d'agir vis-à-vis des taquineries, une façon de réagir vis-à-vis des chamailleries, une autre façon de réagir vis-à-vis des disputes. Je vous enverrai aussi, parce que ça fait partie du bouquin, mais je vais en retirer si ça vous intéresse, les différents questionnaires qui permettent d'identifier. Est-ce que je suis dans une taquinerie? Est-ce que je suis dans une chamaillerie? Est-ce que je suis dans une dispute? Comment réagir? Et j'y rajouterai toutes les pages qui disent voilà ce que je dois dire, voilà ce que je ne dois pas dire. Parce que c'est vraiment important. Je ne vais pas les lister ici, donc je préfère vous envoyer les documents pour qu'on puisse simplement éviter les grosses maladresses qui donnent l'impression qu'on a tenu pour quelqu'un dans une dispute, les impressions que l'autre, finalement, il a toujours raison et moi j'ai toujours tort. Et il y a quelques phrases qui permettent d'éviter ces différents sentiments. C'est important de le faire parce que la famille, c'est l'endroit où on va essentiellement construire ce qu'on appelle son identité. La première socialisation, elle va se faire de cette manière-là, et on va avoir une identité qui va se construire au sein de la famille. Alors, je rappelle que pour un enfant, par exemple, qui vient au monde, il faut savoir que dans un premier temps, il vient au monde avec un tempérament. Ça, c'est le tout nouveau-né. Et il n'y a aucune explication qui permet d'expliquer qu'un enfant a un bon ou un mauvais tempérament. En réalité, si vous avez un enfant insupportable qui fait passer une nuit, qui dort tout le temps, vous avez tiré le valet puant, c'est la mauvaise carte, pas de chance. Si vous avez un enfant super doux, super gentil, qui dort tout le temps, qui sourit dès qu'on le réveille, vous avez tiré l'as de pique, très bien. Mais c'est des cartes, hein. C'est rien d'autre, rien ne l'explique. On est dans
une orientation qui est plus dans les explications liées à la génétique, et encore, rien n'est fondamental. L'enfant vient comme ça au monde, et puis il va faire des expériences dans ce monde, il va vivre des tas de choses, et ce faisant, il va se créer progressivement une personnalité en fonction de sa façon de répondre aux événements qui se produisent dans sa vie. Tout le problème de l'enfant, c'est qu'il va très très vite développer cette personnalité à l'intérieur de ce qu'on appelle un personnage. Un personnage, c'est ce qu'on fait avec nos enfants chaque fois qu'on associe leur description d'un certain nombre de qualificatifs. Ah, elle, c'est la petite douce, tout le temps douce, tout le temps. Lui, c'est un petit Spirou, hein, il n'arrête pas, il est tout le temps. Et très vite, on va qualifier nos enfants et ils vont être amenés à devoir négocier ce qu'ils sont en train de construire en termes de personnalité à l'intérieur de ce personnage qui parfois est trop écrasant. Donc c'est important toujours de s'interroger sur les qualificatifs qui nous permettent de décrire nos enfants, aussi les uns par rapport aux autres, parce que les enfants perçoivent la façon dont on les qualifie mutuellement, et ça va très très vite, hein. Vous pouvez grandir en étant le sportif, l'intellectuel, etc. Et donc vous aurez comme ça des qualificatifs et des zones de développement. Alors c'est vraiment important, il y a les films de Walt Disney aident énormément sur ce plan-là, notamment les films qui ont mis en scène les fratries. Les Aristochats, les 100 Dalmatiens, la famille Madrigal par exemple, vous avez des fratries qui sont mises en place et le personnage principal, en réalité, c'est la famille, c'est-à-dire une maison dans laquelle des petits chats, des petits chiens ou des enfants sont amenés à grandir. Alors, quand on constate effectivement, par exemple, les 100 dalmatiens, c'est l'idée de dire chacun de ces petits chiens se développe de manière singulière. Si vous regardez les petits chiots, ça devrait être un travail fastidieux pour les studios Disney. Il a fallu dessiner des petits points différents pour chacun. C'est ce qu'on appelle l'ipséité, c'est-à-dire le fait d'être profondément singulier à l'intérieur d'un univers de mêmeté. Dans une famille, on vit cette espèce de tension entre la mêmeté. Nous sommes tous de la même famille, donc nous avons des tas de traits communs, mais nous allons tous développer notre singularité parce que nous aurons un développement particulier. C'est toute cette négociation identitaire qu'on va devoir faire de manière intense. On est comme les autres, mais en même temps singulier par rapport à eux. C'est ce qui explique que dans les familles, on a des traces de cette singularité qui est revendiquée chaque fois qu'un enfant demande qui je suis par rapport aux autres. Qu'est-ce qui me distingue des autres? Mais on a aussi cette exigence de mêmeté. Qu'est-ce qui fait que j'ai ce sentiment d'appartenir à une famille qui parfois, en étant recomposée, va s'articuler autour de cette mêmeté. Et vous avez des sororités, hein. Regardez comme les adolescents, les adolescentes s'appellent les uns à les autres mon frère, ma sœur. On est dans cette idée, effectivement, d'une espèce de communauté familiale dans laquelle on appartient tous à un univers commun et on développe cette mêmeté. Mais si vous dites à ces adolescents, mais tu n'as aucune personnalité, tu ressembles à tous les autres, ils vont vous dire pas du tout. J'ai ma personnalité, comme les 100 dalmatiens, chacun a ses tâches. Chacun avance avec sa singularité à l'intérieur d'une mêmeté qui fait que quand vous agrandissez la famille, vous avez ce sentiment que cette famille est unie par une espèce de fond commun, qui est cet air familier qu'on a les uns et les autres. Si vous allez voir ce qui se passe du côté des Aristochats, vous avez exactement la même idée d'une famille de petits chats qui vont devoir se singulariser, mais eux, par leur qualité. Là, on est dans la construction de personnages. Et on met en scène ce qu'on appelle des niches de développement, c'est-à-dire des endroits dans lesquels vous allez pouvoir vous développer à l'abri des autres, parce qu'il n'y aura pas de concurrence. Si vous faites de la peinture, vous allez devenir Berlioz. Je ne sais plus comment s'appelle celui qui fait de la peinture. Berlioz, c'est celui qui fait de la musique. Et vous en avez un autre qui fait de la peinture, qui au début devait s'appeler Toulouse. Toulouse-Lautrec, et de s'identifier à lui. Et c'est Toulouse, je vois la confirmation ici. Et vous avez donc deux petits chats qui ne vont pas se concurrencer parce que chacun va arriver dans sa niche de développement. Et puis la troisième, sa niche de développement, c'est de ressembler le plus possible à maman en développant une espèce d'élégance comme ça dans les relations avec les autres. Évidemment que les conflits, vous en avez très très peu. Vous avez des conflits qui vont se gérer avec une espèce d'éloignement gentil les uns par rapport aux autres, lorsque simplement on va un tout petit peu tourner en dérision la niche de développement de l'autre, mais on est dans quelque chose qui permet à chacun de se développer dans le territoire dans lequel ils se sont à l'aise. C'est ce qu'on doit pouvoir faire aussi avec nos enfants lorsqu'ils trouvent des niches de développement. Les mettre tous au foot, parce que dans la famille on a toujours fait du foot, c'est pas toujours la bonne idée. Il faut parfois pouvoir dire, tiens, il y en a un qui fait autrement. D'ailleurs, les enfants sont très très forts pour aller repérer des niches de développement
dans lesquels ils vont sortir de ce qui est le vrai problème d'un parent lorsqu'il systématise les comparaisons. La comparaison crée énormément de dégâts, surtout lorsqu'elle est associée, comme je l'ai dit tout à l'heure, au prestige social, hein, lorsqu'on voit, lorsqu'on montre, lorsqu'on oblige un enfant à admirer un autre dans la famille, c'est pas un bon plan. Il y en a le droit, effectivement, de dire c'est très bien ce qu'il fait, mais moi je fais d'autres choses pour éviter de me mettre en rivalité avec lui. Et donc éviter la comparaison toujours entre les personnes et favoriser la comparaison de chaque personne par rapport à elle-même dans son propre développement. Regarde les progrès que tu as fait. Le judo est génial à ce niveau-là parce qu'il assume cette idée de progression et d'évolution avec des ceintures qui entérinent le parcours. Et la grosse qualité du judo, c'est qu'on ne vous retire jamais une ceinture. Quand vous avancez dans votre trajectoire de défi, ben vous n'avancerez jamais que vers l'avant et donc vous avez une évolution qui permet de se comparer à soi-même par rapport au parcours qu'on vient de réaliser. Dans les fratries, c'est important de le faire de cette manière-là parce que la comparaison, qui risque de poser problème. Donc c'est le premier terme qu'on doit toujours avoir, je vais dire, qu'on doit surveiller comme de l'huile sur le feu quand on est parent d'une fratrie, c'est est-ce que je compare trop, pas assez, ou au détriment l'un de l'autre. Donc la comparaison doit être soumise à examen très souvent. La notion de partage, parce que ben, finalement la fratrie c'est un endroit où on va pouvoir apprendre ben, que ce qui se partage ne se divise pas, notamment l'amour parental, hein, ça se partage, mais il n'y a pas de division, il n'y en a pas un qui reçoit 25%, un autre 20%, non, on reçoit tous un amour complet parce que le partage n'oblige pas à la division et on doit pouvoir apprendre ça aux enfants. Partager, les choses qui se divisent, si vous divisez un gâteau, ben essayez d'être équitable, mais tout le reste se partage sans se diviser et on doit accepter cette idée. On partage tous le même nom, plus ou moins, parce que lorsque une famille recomposée, ben on va recomposer le nom aussi, mais on ne le divise pas. On ne fait pas des moitiés, parce qu'on a dans une famille recomposée, je vais prendre la moitié de mon nom d'origine et je vais le coller. On ne fait pas comme ça. On prend l'entièreté, on accumule les noms, et donc on partage sans diviser. Et le point essentiel, apprendre à différencier parce que tous les enfants, et j'ai vu apparaître une question au tout début, je pense, que je m'en voudrais de ne pas aborder, c'est le problème des jumeaux, par exemple. Les jumeaux monozygotes ou hétérozygotes, mais surtout les jumeaux monozygotes, ont, on le voit systématiquement, un besoin de se différencier parce qu'ils ont besoin que cette ipséité soit reconnue de l'extérieur. Ils ont besoin de savoir que même s'ils sont reliés très fort l'un à l'autre, ils auront probablement des vies différentes parce que bah, tous les débats sur l'inné et l'acquis sont des débats qui tournent au vide parce qu'il est probable qu'on ait une partie d'inné qui est contaminé par de l'acquis et que nos acquisitions sont toujours en partie déterminées par ce qui est inné. Donc vous avez un mélange de l'un et de l'autre qui rend les choses impossibles à distinguer dans la proportion de l'influence qu'ils ont sur le développement d'un être humain. C'est pour ça que les jumeaux monozygotes sont recherchés, mais de manière très, très intense par les psychologues qui font des observations sur le développement pour vérifier simplement comment le milieu va systématiquement moduler la partie héritée qu'on l'on a de ce que l'on est. C'est la fameuse phrase de Sartre, hein, qu'est-ce que je fais de ce qu'on a fait de moi. Les jumeaux hétérozygotes le montrent et monozygotes le montrent parfaitement parce qu'ils font des choses différentes. À partir du même patrimoine génétique, vous avez des vies très différentes. Et c'est important de le considérer d'emblée comme une possibilité pour pouvoir différencier ces enfants. Hein. L'idée d'habiller tous ces enfants de la même façon, c'est une idée qu'on connaissait dans les années 60, dans les années 70, hein, vous aviez des familles dans lesquelles tout le monde avait les mêmes vêtements. C'est plus le cas maintenant, parce que maintenant, on singularise le développement de chacun, et c'est pas sans doute un très bon plan d'habiller tout le monde avec les mêmes vêtements en intensifiant cette idée que faisant partie de la même famille, nous devons nécessairement donner la même apparence. Bah, c'est un petit peu plus compliqué maintenant, on doit faire en sorte que chacun puisse se singulariser à partir d'un patrimoine commun. C'est tout ce qu'on apprend dans une fratrie, et c'est, je pense, l'origine des véritables fraternités et sororités qu'on met en scène ensuite. Voilà, merci en tout cas pour votre attention. Merci beaucoup Bruno, merci, c'était vraiment très, très intéressant. J'ai vu qu'il y avait pas mal de questions, on va les prendre. Moi, j'ai une question, quand vous avez parlé de prestige social par rapport, aux enfants, enfin, admettons un enfant qui va, se sentir un peu lésé pendant son enfance, est-ce qu'il va
l'exporter au niveau de l'âge adulte? Ça, c'est une magnifique question et c'est celle des déterminismes. Rien n'est déterminé parce qu'heureusement, on rencontre d'autres configurations et notamment ce que j'exprimais comme étant ces niches de développement. Si vous avez vraiment l'impression, effectivement, ce qu'on appelle l'invisibilité familiale, quand vous avez ce sentiment que vous êtes inexistant ou non significatif dans votre famille parce que vous n'avez rien fait d'exceptionnel et qu'on vous fait remarquer en manifestant des formes finalement de comportement par rapport à vous qui vous laissent penser que vous êtes invisible. Ce qui est terriblement important, c'est d'aller chercher des espaces de visibilité, d'avoir des regards qui vont permettre de changer. On fait heureusement au-delà de la famille, d'autres rencontres qui ne vont pas nécessairement reproduire ce qui a été fait dans la famille, mais au contraire, bah, se dire, mais tu sais que ce que tu dis est très intéressant. Et c'est tout cet étonnement que l'on reçoit parfois quand on fait ce qu'on appelle l'import-export affectif, c'est-à-dire qu'on se met à aimer en dehors de sa famille, et qu'on se rend compte que ben, parfois, parce qu'on est aimé autrement, peut-être pas plus, peut-être pas mieux, mais autrement, eh bien, le regard que l'on porte sur nous nous permet de développer un certain nombre d'aptitudes ben, qu'il avait sans doute qui étaient restées latentes parce que ben, personne n'avait considéré ça comme significatif. Lorsqu'on doit reconstruire une image de soi qui est suffisamment visible, on doit oser agir, faire de la poterie, faire tout ce qu'on veut, faire du théâtre, bouger à l'extérieur de l'environnement familial. Et beaucoup de personnes se reconstruisent, hein. La famille, c'est ce qui construit les premières bases. C'est ce qui peut parfois les construire de manière insuffisante, parfois même les détruire, hein, parce que la famille, c'est le meilleur et le pire qui peut se côtoyer. Et il faut surtout jamais se dire, je suis foutu. Je suis foutu, la famille a fait ça de moi, c'est une catastrophe, je ne m'en sortirai jamais. On a heureusement, au cours de notre existence, plein d'opportunités de faire autre chose que ce qu'on était destiné. C'est ce qu'on appelle la résilience, hein. C'est uniquement comme ça qu'on l'a défini, c'est-à-dire comment est-ce que je vais produire un développement autre que celui qui était attendu de moi parce que ma mère, mes frères, mes sœurs n'ont jamais considéré que ce que je disais pouvait avoir de la valeur. Je vais donc passer ma vie à essayer bah, de montrer que d'autres peuvent m'écouter, que ce que je dis peut être significatif. Et donc, vous êtes en train d'utiliser une faiblesse pour exprimer finalement une force. Et donc, jamais se décourager en se disant, c'est foutu, ma famille, ils ont tous été infects avec moi. C'est pour ça que l'idée de l'aquarium, certains, parfois, ils gagnent aussi à briser l'aquarium en disant non, je vais en construire un autre parce que Mhm. là, ça a été mal construit. On a tous les droits par rapport à la construction de soi, y Mhm. compris de réaménager les relations dans un contexte qui nous semble plus favorable pour le développement de nos qualités. Merci beaucoup Bruno. Donc il y a plusieurs questions. Je vais les prendre, par ordre, et si on n'arrive pas à si vous n'arrivez pas à répondre à toutes, on va vous les envoyer et puis, Très bien, parfait, on pourra même les parfait, transmettre les réponses en même temps que les documents que vous allez nous parfait, transmettre. parfait. Alors, attendez, je vais commencer. Donc il y avait, par rapport à la zone d'abri, à partir de quel âge la zone abri? Ça, c'est une question de Stéphanie. Et puis il y avait une autre question, c'est pouvez-vous, SVP, évoquer le cas où un seul des 2 enfants semble jaloux, envieux de l'autre? Oui, alors je vais déjà répondre à ces deux-là parce que la question c'est Stéphanie hein, qui parle de la zone d'abri. Alors je soupçonne Stéphanie d'emblée, dès que son bébé est venu au monde, de lui avoir déjà construit un abri. Le soin avec lequel les parents achètent un couffin, achètent ses premiers berceaux dans lequel l'enfant va passer finalement peu de temps, mais qui est constitué comme un véritable abri. D'emblée, on perçoit que cet enfant aura droit et aura nécessairement besoin d'un endroit où il est protégé du bruit du monde. Personne n'imagine mettre un enfant en permanence face au bruit, face au regard de tous. La tendance à concevoir que d'emblée on a besoin d'un abri est une constante que tous les parents perçoivent. C'est pour ça que les chambres d'enfants, avant même que l'enfant vienne au monde, sont généralement choisies avec énormément de soin et que le but c'est d'avoir des couleurs pastel très douces qui n'agressent pas l'enfant, de lui mettre dans un bain de douceur, de sérénité. Bah, d'emblée, on se construit un abri. Et puis malheureusement, on donne parfois l'impression, bah maintenant t'es grand, t'as plus besoin d'un abri, hein. Vas-y, il n'y a plus de zone de repli. Et c'est tout le contraire qui se passe chez un être humain. Plus vous allez vous développer, plus vous aurez besoin d'abri, plus vous serez exposé aux yeux des personnes parce que vous allez devoir travailler, vous mettre dans des espaces dans lesquels il y aura du bruit, dans lesquels vous serez agressé par les convers. Plus vous aurez besoin, quand vous rentrez, d'avoir une zone d'abri.
Le problème, ce sont qu'effectivement, ces zones d'abri deviennent de plus en plus perméables parce que les réseaux sociaux nous poursuivent partout, parce que même dans ces zones d'abri, on y va avec son portable. De grâce, si vous avez un abri, laissez le portable en dehors. Si vous voulez lire ou écrire, ne prenez pas votre portable avec vous. Faites-le dans une zone refuge, une zone abri. Elle doit se construire parce qu'elle a été déjà construite pour le tout petit enfant qui en avait évidemment besoin. Et cet abri, il le partage avec d'autant plus de sécurité que cet abri est un abri partagé avec papa ou maman. Et donc les parents font partie de l'abri chez le tout petit. Et puis progressivement, et un adolescent, si vous lui dites tu vas venir à l'abri avec papa et maman, il va vous dire non. Un abri, c'est quand papa et maman sont plus là du tout et ne risquent plus de venir. C'est pour ça que les adolescents ont besoin d'une chambre qui est un lieu inviolable. Et c'est un très bon plan pour un papa et une maman de toquer quand il rentre dans la chambre de son enfant pour lui signifier que c'est son abri et que j'attends ton autorisation pour y rentrer. On ne fait pas ça nécessairement avec les tout petits enfants, parce que eux, l'abri, papa et maman sont dedans, mais on doit le faire avec l'adolescent. Donc l'âge, c'est d'emblée, et c'est, je l'espère, jusqu'à la fin de la vie de chacun, qu'on aura ce souci de se dénicher des abris. La deuxième question, par contre, je ne l'ai pas La retenue. deuxième question, c'était, pouvez-vous évoquer le cas où un seul des deux enfants semble jaloux, envieux de l'autre? Alors évidemment, il y a celui effectivement qui suscite l'envie, qui lui, je dirais, triomphe, généralement. Lorsque vous suscitez l'envie, c'est pour ça, on le fait tous, hein, quand on fait des photos de ce qu'on va manger. Le but du jeu, c'est susciter l'envie chez les autres. J'explique souvent cette anecdote d'une personne, j'étais en train de manger une pizza, qui vient de me demander de prendre en photo ma pizza. Je lui demande pourquoi. C'est un naturel complaisant. Je dis oui, vous pouvez le faire, mais je lui demande même pourquoi. Elle me dit j'ai déjà commencé la mienne et j'ai oublié d'envoyer une photo sur Facebook, donc j'ai besoin d'une pizza qui n'a pas été entamée. Eh bien, c'est très clair que le but qu'il a, c'est de susciter l'envie. Et donc on est tous programmés pour susciter l'envie chez les autres et les enfants le sont très tôt. Donc quand un enfant crée l'envie, il ne pose pas de problème, il ne pose pas de questions, il jubile. Quand il produit et qu'il produit de la jalousie, il va généralement dire jouer à le faire. Je suis dans les bras de maman, je vois que ça fait râler l'autre, je vais multiplier la mise en scène de moi dans les bras de maman pour qu'il souffre d'autant plus. Bah, c'est le côté jubilatoire et jouissif de celui qui provoque de la jalousie et qui produit de l'envie. C'est important de tenir compte du mécanisme pour effectivement limiter ce type de comportements qui sont naturels et admettre que celui qui est envieux et jaloux a de bonnes raisons de l'être. Ne pas considérer l'envieux et le jaloux comme étant le faible face au fort. Parce que là, vous allez intensifier le mécanisme. Non seulement je suis jaloux, mais en plus je suis coupable d'être jaloux. Donc c'est encore pire pour moi. Non seulement j'ai envie, mais on me met dans une posture dans laquelle le fait d'avoir envie est considéré comme une faute, donc je vais encore être plus en difficulté. Donc c'est important. C'est ça ce que j'appelais tout à l'heure le parent doseur. Hein. C'est celui qui va doser les choses en acceptant l'idée que la jalousie est naturelle et que l'envie, elle est tout à fait, elle ne fait pas de toi. La jalousie est un vilain défaut, c'est pas vrai. La jalousie est un mécanisme naturel. Et tout comme l'envie, mais il faut en réprimer les manifestations qui, lorsque effectivement on se met à agresser celui dont on est envieux ou qu'on essaye de rabaisser celui dont on est jaloux, bah, il faut éviter ces comportements négatifs. Mais on ne pourra le faire que si on autorise à la jalousie et l'envie en exprimant qu'on comprend ses fondements et que l'autre aura peut-être un jour aussi des raisons d'être jaloux de toi ou de t'envier, parce que c'est le principe effectivement du développement de chacun. Et donc surtout pas figer les rôles. Dans la question, il y a déjà une partie du problème. Il y a celui qui serait tout le temps jaloux et celui qui serait tout le temps, qui provoquerait tout le temps la jalousie. Là, on est dans la construction de personnages. Il faut être très attentif parce que celui qui est tout le temps jaloux, je parie qu'un jour, il arrivera à rendre l'autre jaloux parce qu'il va renverser simplement le mécanisme et il faut lui permettre en tout cas de le faire parce que c'est important pour l'un comme pour l'autre. Celui qui provoque la jalousie doit savoir ce qu'il provoque en l'éprouvant lui-même et celui qui l'a subi doit savoir que c'est pas quelque chose auquel il est éternellement condamné parce qu'un jour il pourra lui aussi provoquer de la jalousie chez un autre. Merci Bruno. Et une autre question de Nathalie qui dit, pardon, j'ai l'habitude lorsque j'offre à des parents un cadeau pour un nouveau-né, d'en offrir un également au nouveau grand frère ou à la nouvelle grande sœur. Est-ce une bonne idée? Ah, c'est une très bonne idée. Ça montre une vraie sensibilité justement à cette idée, effectivement, qu'un cadeau, alors on ne va pas créer de l'envie sur le cadeau, parce que le cadeau qui est donné au petit, ça peut être un vêtement, c'est pas quelque chose qui donnera envie au plus grand. Simplement lui dire,
toute l'attention n'est pas focalisée sur le nouveau-né, tu existes toujours. C'est ça que veut dire le cadeau, hein. Le cadeau, c'est une façon de faire exister les autres. Et donc là, on n'est pas dans l'idée, je vais éviter la jalousie ou je vais éviter l'envie, parce que on sait que le cadeau fait au tout petit ne provoquera pas d'envie, mais on est dans l'idée, je sais que tu revendiques un peu plus que d'habitude d'exister, parce que tu vois arriver quelqu'un d'autre qui monopolise l'essentiel de l'attention, eh bien moi je te montre que je suis attentif à toi. Et donc l'idée est effectivement très bonne, mais pas pour rééquilibrer les mécanismes de jalousie et d'envie, plutôt pour permettre d'installer une identité qui est complètement assumée parce que je ne suis pas devenu invisible parce qu'il y a un nouveau-né dans la maison. Merci. En fait, je regarde, on a énormément de questions. Je vois, Je ne sais pas je vois jusqu'à quelle aussi. heure vous pouvez être là. Je vais les prendre Alors, en fonction de l'ordre. Comme ça, bah, je ne vais pas faire Alors, de ce qu'on peut faire passage. aussi, hein, parce que je vois qu'il y en a vraiment particulièrement beaucoup, et en plus elles sont super intéressantes, Oui, et j'ai en plus le tort de prendre beaucoup de temps pour répondre. Donc, ce que je pourrais faire, proposer, c'est lors de notre première séance, de commencer avant par une réponse à ces différentes questions pour que personne ne soit frustré et ait l'impression qu'on n'ait pas tenu compte de ces réponses. Donc, comme on a l'habitude de se connecter un peu avant, bah, toutes les personnes qui posent des questions, si elles veulent revenir pour avoir une réponse à leurs questions, je propose de faire un échange avant la prochaine séance. d'accord. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est que la prochaine séance, il me semble que ça doit être en mai ou en juin. Oui, j'ai vu, oui, oui. C'est en mai, je pense, hein. Ce qu'on peut faire, c'est au lieu de la commencer à 13h, la commencer à 12h30. Parfait, très Et bien. comme Et ça, on et va on aura une répondre à toutes les demi-heure de questions. réponse aux Moi, je questions. vais les sortir et je vais vous les transmettre. Comme ça, Oui, vous pouvez y répondre. Et les parfait. collègues pourront, enfin, les collègues qui sont présents aujourd'hui, ben, voilà, forcément, il Parce que faudra. je vois les questions en même temps, et Il y en a je me beaucoup. dis, Et là, on je va pense qu'on frustrer va des pas avoir personnes le parce temps que de toutes toutes les questions sont répondre. intéressantes. Ouais, c'est énorme. C'est la première fois qu'on a autant de questions, en fait. Donc, ce que je vous propose, on va faire ça. Vous voulez qu'on en prenne encore quelques-unes ou Oui, oui, pas de oui? problème, hein, j'ai encore un peu de temps, hein, oui. Alors là, c'est par rapport aux disputes. Donc, pouvez-vous donner des conseils lorsque les disputes continuent à l'adolescence et Catherine qui dit: «Et à l'âge adulte, tant qu'à faire». Elle a tout à fait raison, parce que évidemment, c'est pour ça que je parlais d'aquarium avec des failles. Effectivement, tout ce qui n'est pas complètement résolu dans ses fondements. Donc, le principe, c'est de ne pas résoudre l'objet de la dispute, parce qu'on se dispute pour des éléments qui sont liés à l'agressivité hiérarchique. Je l'ai expliqué tout à l'heure, tout ce qui est au fond, l'arrière-fond, finalement, qui justifie bah, toutes ces guerres, n'est généralement pas abordé. Donc, on multiplie les disputes, elles prennent une autre orientation, une autre forme, mais ce sont les mêmes fondements à l'adolescence, et elles se poursuivent à l'âge adulte, elles s'intensifient même parfois. Ça, tous les psychologues et les notaires pourraient en attester au moment du décès des parents, par exemple. Toutes les lignes de faille de l'aquarium vont se révéler dans le partage du patrimoine à la fois effectif, mais surtout affectif, les Mmh. souvenirs des uns, les souvenirs des autres. Et on voit effectivement que ces lignes de faille alors prennent énormément de place. Et parfois, ben, on a des aquariums qui vont se briser bien après la vie familiale qui aura servi à contenir l'ensemble. Et donc c'est important ben, d'utiliser, mais ça vous le verrez dans le petit outil, d'utiliser tout ce qui permet de repérer qu'est-ce qui est à l'arrière-fond de cette guerre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la jalousie, de l'envie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la répartition déséquilibrée des territoires? Je vais prendre un exemple tout simple. Chacun va avoir sa maison. Et puis sa maison va devenir un espace familial qui aura une fonction. Par exemple, on va toujours passer le nouvel an chez un tel ou chez une telle. Et sa maison, c'est un territoire qui a par exemple plus de prestige que la maison de la petite dernière, qui elle a dû se contenter d'un petit appartement au centre-ville et qui donc ne peut pas recevoir tout le monde. Eh bien, on a des lignes de faille qui, si elles n'ont pas été gérées en termes de prestige social et en termes de répartition équilibrée des territoires, vont réapparaître. Et les conflits de famille, vous avez énormément de films, notamment dans le cinéma français, qui est très, très, très friand de montrer ce qu'est un conflit de famille lorsqu'il perdure au-delà de la vie commune, c'est-à-dire lorsqu'on a construit ses vies d'adultes dans des territoires
qui sont des territoires qui deviennent des territoires personnels, mais dans lesquels on va voir que la répartition déséquilibrée des territoires originaires finissent par aussi se manifester. Le rang dans la fratrie, c'est la même chose. Vous allez le garder tout au long de votre vie, et il va tout au long de votre vie vous amener soit à être celui qui prend la parole lorsque tout le monde est réuni, celui qui se tait, celui qui intervient juste pour faire une petite blague, pour relancer la conversation. Et donc, en fonction de votre rang, vous aurez des façons d'être différentes au sein de la patrie. Et c'est le prestige social comparé. Dieu sait s'il a de l'importance et s'il joue actuellement un rôle très pervers depuis que les réseaux sociaux permettent à chacun de multiplier une image qui n'est pas une image de soi, mais une image idéalisée de soi. Et donc le but du jeu, c'est de montrer sur les réseaux sociaux où je vais en vacances, où je suis, comment je vis, etc. Et là, le prestige social comparé, il a effectivement énormément d'importance dans la manière dont on construit son identité, notamment le regard social qui installe cette identité. Et donc, l'adolescence va exacerber et faire changer de thème. Et certains de ces conflits vont perdurer jusqu'à la fin finalement de nos vies parce que ce sont des conflits qui ne viennent, non pas des conflits familiaux, mais des conflits qui nous sont familiers. C'est-à-dire qu'on a la répétition du même, et donc ça devient Mhm. familier parce qu'on répète toujours le même style de conflit, et ça prend une des allures de rengaine, tant qu'on n'a pas géré les arguments de fond et ce qui était à la source de ces chamailleries. Les adultes se chamaillent autant que les enfants, hein, donc il ne faut pas s'imaginer qu'on arrête les chamailleries dès qu'on devient adulte, on continue à se taquiner, à se chamailler et à se disputer. Donc tout ça n'est pas du tout du monopole de l'enfance. Merci beaucoup, Bruno. Euh, donc, ce que je vais proposer, c'est que je vais vous transmettre toutes les questions. Oui, très bien. Donc, les collègues, si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous les envoyer directement à la boîte fonctionnelle de R&D. Donc, vous avez le temps, hein, on peut donner une semaine de délai Oui, pour moi répondre je vous à envoie tous vos les questions. outils dont j'ai Voilà. parlé et je fais faire des copies à l'intérieur du bouquin pour que vous ayez les différentes petites grilles d'analyse qui permettent de vérifier si on est dans la taquinerie, la chamaillerie, la dispute et les phrases qu'on peut dire et ne pas dire. Super. Alors, ce qu'on va faire, c'est que donc je vais vous envoyer les questions et les outils que vous allez nous envoyer, je pense que le mieux, on va l'envoyer à tout le personnel avec le replay, parce que là, j'ai pas, le nom de toutes les personnes qui sont présentes. Comme ça, on va au moins, on va faire profiter tout le monde et ils Parfait. pourront entendre aussi, votre conférence et on va donner, donc pour les collègues, on vous donne à peu près une semaine, bon, même si ça dépasse, 15 jours pour que vous puissiez nous transmettre toutes vos questions et on va les transmettre à Bruno. Et donc la prochaine conférence, j'ai pas ouvert mon email, mais il me semble que ça devrait être au mois de mai, mai-juin. Donc au lieu de la débuter à 13 heures, on va la commencer à 12h30. Donc les Parfait. personnes qui pourront être présentes, ce serait bien que vous soyez là pour entendre les réponses à vos questions. Sinon, une fois qu'on aura les réponses, on va faire comme on fait d'habitude, mettra sur on les postera sur notre site web. En même temps, il y aura le replay de la conférence avec les outils et on rajoutera également les questions et les réponses. Donc tout est anonyme, il n'y aura pas vos prénoms ni les noms, donc il y aura simplement les questions et les réponses. Voilà. Écoutez, merci infiniment pour votre présence, chers collègues, merci beaucoup et un très grand merci à Bruno. Ça Merci fait à vous. vraiment ça fait plus de 12 ans qu'on travaille ensemble et c'est toujours un plaisir de vous entendre. C'est vraiment, C'est gentil. passionnant tout ce que vous nous dites et tout ce que vous nous apprenez et je pense qu'on va voir aussi pour d'autres sujets parce que là, vous avez Avec abordé plaisir. pas mal de sujets au niveau de la conférence, mais aussi au niveau pour le professionnel. On va voir comment les aborder aussi dans d'autres, conférences. Merci beaucoup. Merci à tout le monde Bruno, merci. et à bientôt. Merci. Voilà, on a plein de cœurs, voilà, les collègues sont contents, merci. Je vous souhaite un excellent week-end. Profitez bien du soleil. Prenez soin de vous et à très bientôt. Merci.